Bonjour, donc nous nous retrouvons pour la suite du cours sur l'émission et perception d'un son. Aujourd'hui, nous allons étudier les items qui sont ici. Vous pouvez faire pause si vous voulez les lire, sinon attendez, on en parle tout de suite. Dans la vidéo précédente, petit rappel, nous avions étudié le principe d'émission et de propagation du son. On avait vu quel était le rôle joué par le milieu matériel sur la propagation. Nous avions parlé de la vitesse de propagation du son et nous avions eu une première approche sur les qualités acoustiques des sons. Donc revoyez la vidéo si vous pensez ne pas être au point sur ces différents sujets. Alors maintenant, regardons comment on peut visualiser et étudier les signaux périodiques sonores. Pour étudier un son, on peut utiliser ce petit montage, autrement dit un micro relié à un oscilloscope. Donc le physicien ou l'élève va enregistrer le son par l'intermédiaire de ce micro. Le micro va convertir le son qu'il atteint en un signal électrique. Le signal électrique est ensuite envoyé sur l'entrée d'un oscilloscope. On peut aussi envoyer ce signal électrique sur une carte d'acquisition qui est reliée à un écran d'ordinateur. Dans les deux cas, il y aura possibilité de visualiser le son sous forme d'une courbe. Cette courbe est appelée oscillogramme lorsqu'il s'agit d'un oscilloscope, ou alors une représentation graphique lorsqu'on l'obtient sur un écran d'ordinateur. Je peux résumer tout ceci avec ce schéma-là. J'ai mon microphone qui reçoit un signal sonore. Il le convertit en un signal électrique. Cet signal électrique est envoyé sur un oscilloscope ou sur une carte d'acquisition et un ordinateur. Et il en ressort ce qu'on appelle un oscillogramme ou un graphique, une représentation graphique. Ces représentations graphiques peuvent ressembler à ça ou à ça. Si j'ai un oscilloscope, je verrai plutôt quelque chose comme ceci. Si j'ai un écran d'ordinateur, je verrai plutôt ceci. Alors, pour l'écran d'ordinateur, le nom des axes est noté. Pour l'oscilloscope, non. Toutefois, souvenez-vous que le nom des axes, ce sont les mêmes que ceux de l'ordinateur. Horizontalement, je mesure des durées, des temps, et verticalement, je mesure une tension électrique. Dans les deux cas, c'est pareil. L'avantage de l'ordinateur, c'est que la courbe est représentée sur des axes qui sont gradués. Donc, si par exemple, je cherche à mesurer la durée entre là et là, avec les graduations, c'est relativement simple. En revanche, si je veux mesurer la durée entre là et là sur un écran d'oscilloscope, étant donné que les axes ne sont pas directement gradués, ça va être légèrement plus compliqué. Alors, pour pouvoir faire les mesures, il va falloir regarder d'un peu plus près l'oscilloscope et repérer les valeurs des sensibilités utilisées. Donc, les sensibilités, ce sont des valeurs qui apparaissent sur l'écran de votre oscilloscope qui permettent d'avoir accès aux échelles qui ne sont pas notées directement. Donc, par exemple, je sais que sur l'axe horizontal, c'est le temps qui s'écoule. Donc, l'axe horizontal me permettra d'avoir accès à une durée. Si je veux connaître sur l'oscilloscope la valeur de cette durée, par exemple, la durée qui correspond entre là et là à 4 gros carreaux, il va falloir que j'utilise la formule qui est ici. Alors, c'est quoi les divisions? Les divisions, justement, c'est les gros carreaux. Donc, entre là et là, j'ai 4 gros carreaux. Ça me fait donc 4 divisions. Si je veux connaître la durée qui correspond à ce moment, à cette durée-là, là, qui s'étale sur les 4 carreaux, je ferai donc 4 divisions multipliées par la sensibilité horizontale, qui est une valeur que je trouverai sur mon écran d'oscilloscope, qui n'apparaît pas ici. Parfois, les durées ne vont pas s'étendre sur un nombre de divisions pile poil ce qu'il faut. Ça peut un petit peu déborder. Donc, si vous regardez ici, sur les axes, il y a des tout petits traits, ce qu'on appelle les sous-divisions. Ça permet de compter les divisions de façon un peu plus précise. Donc là, ça va de 0,2 en 0,2. Vous avez ce système de division et sous-division en verticale également.
Je ne développe pas davantage ici ce genre de calcul. Vous avez une vidéo qui explique cela en long, en large et en travers. Donc, si vous ne maîtrisez pas trop l'utilisation de l'oscilloscope pour mesurer des durées, pour mesurer une tension, je vous invite à regarder la vidéo en question. Alors, quand on veut visualiser un signal périodique, on peut utiliser plusieurs grandeurs pour le décrire. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un signal périodique? Un signal périodique, c'est un signal qui va posséder un motif élémentaire qui va se reproduire identiquement à lui-même au cours du temps. Effectivement, là, je vois bien que la courbe, elle est tout le temps pareille, elle se répète tout le temps de la même manière. Alors, exemple de motif élémentaire, c'est ce que j'ai retracé ici en rouge. Si je prends cette partie rouge et que je la recopie telle qu'elle juste à côté, je vois bien que je vais reproduire la courbe initiale. Donc, tout ce que j'ai recopié en rouge ici peut porter le nom de motif élémentaire. Autre exemple, ce que j'ai recopié en vert. Idem, si je le remets bout à bout, ce que j'ai recopié en vert, je retrouve bien la courbe de départ. On peut trouver plein de motifs élémentaires différents. Le tout, c'est de commencer à un endroit et de s'arrêter à un endroit similaire. D'accord? Donc, par exemple, ici, ou là, par exemple, en jaune, j'ai commencé le repérage de mon motif élémentaire sur cette valeur-là de l'axe vertical. Je pars de là et je poursuis ma courbe. Et je m'arrête quand je retrouve la même valeur d'axe vertical. Je pourrais m'arrêter ici. Il faut retrouver la même valeur, certes, mais dans le même sens de variation. Alors, quand je suis partie, j'étais en train de descendre. Donc là, je suis à cet endroit-là, donc à moins 0,75 en descendant. Si je m'arrête ici, je suis toujours à moins 0,75 mais en montant. Donc ça ne va pas, je continue, je poursuis. Et là, je suis de nouveau à moins 0,75 en descendant, je m'arrête. Toute cette portion-là, on appelle ça le motif élémentaire. En général, pour représenter un motif élémentaire, on préfère largement s'arrêter, commencer au niveau de l'axe horizontal, au niveau du 0 ici vertical. Donc je commence ici, je poursuis, je ne m'arrête pas là même si je suis de nouveau à 0 parce que je suis en descendant alors que là j'étais en montant. Je poursuis et je m'arrête ici. Motif élémentaire. Alors c'est bien de repérer un motif élémentaire, ça permet de voir que notre signal est bien périodique, il se répète également à lui-même et ça permet de faire des mesures. Alors quel type de mesure on peut faire? On peut mesurer la période. La période, ça va être la plus petite durée au bout de laquelle le signal se reproduit identiquement à lui-même. Autre façon de dire, c'est la durée du motif élémentaire. Donc, on la représente par une double flèche et on la note grand T. Donc ici, je représentais la durée sur laquelle s'étale tout mon motif élémentaire. Il débute ici, il s'arrête ici, il s'est écoulé la durée notée par la double flèche ici. Donc grand T, on appelle ça la période. Ça correspond à cette durée du motif élémentaire. Parfois, on va aussi parler de fréquence. La fréquence ne se lie pas directement sur le graphe qui est ici, mais la fréquence pourra se déterminer en fonction de la période. La période, c'est la durée du motif élémentaire. La fréquence, ça va être le nombre de fois que ce motif va se répéter, donc identiquement à lui-même en 1 seconde. Donc on comprend bien que si la période est grande, en 1 seconde, il y aura moins souvent de motifs élémentaires qui se répètent que si la période est petite. Donc la fréquence, on va la noter F, elle se mesure en Hertz, et on retient que plus la fréquence est petite, plus la période sera grande. L'une et l'autre sont liées. Il y a une expression qui montre ce lien, qui dit que la fréquence peut être calculée en faisant 1 sur T, la fréquence en Hertz, T en secondes. Autre façon de l'écrire, c'est que T, c'est égal à 1 sur F. Retenez la formule que vous voulez, on peut passer de l'un dans l'autre. Mais toujours se souvenir que, quelle que soit la formule ici, la période, vous prenez la peine de me la mettre en secondes. Donc si dans un énoncé, elle est donnée en millisecondes, vous prenez la peine de la convertir en secondes. Petit rappel, 20 millisecondes, c'est 0,0520 secondes. 0,020 secondes. Ok, mais faites-le.
sinon votre résultat, il y aura des erreurs de calcul. On peut aussi faire appel à l'amplitude pour décrire la courbe, pour dire si elle monte haut ou pas. Donc l'amplitude d'un signal qu'on notera A correspond à la tension, donc tension axe vertical, mesurée entre l'axe de symétrie centrale, donc ici l'axe qui est au centre de la courbe, et un des extrémums. Extrémum, ou ici je suis au maximum, ou ici au minimum. Donc l'amplitude, ce sera cette valeur de tension ici. Alors, si vous voulez recopier le bilan de tout ce qui a été dit, vous faites pause, vous recopiez et vous reprenez ensuite. Donc, si je résume, j'ai vu qu'il existait du vocabulaire lié à la description du signal sonore, du vocabulaire lié à la description du signal électrique, et nous avons vu que le microphone convertissait le signal sonore en un signal électrique qui était à l'image du signal sonore enregistré. Ce signal électrique, on peut le visualiser sous forme d'oscillogramme ou graphique. Essayons du coup d'établir le lien entre ce vocabulaire et celui-ci. La fréquence du signal électrique est identique à la fréquence du son enregistré. Donc la fréquence du son est appelée hauteur par les musiciens. Ici, vous avez différentes notes touches de piano, leurs différentes notes, la fréquence qui correspond à chaque note, sa fréquence. On retient que l'oreille humaine perçoit les sons compris entre 20 et 20 000 Hz, qu'en dessous on parle d'infrasons, au-delà de ultrasons. Si je regarde les touches du piano, quand j'enfonce l'une des touches de gauche, quand j'appuie sur l'une des touches de gauche, j'obtiens plutôt des sons graves, qui correspondent donc à des fréquences petites. Et quand j'appuie sur les touches à droite, le son est plutôt aigu, ce qui correspond à des plus grandes fréquences. Donc, son aigu, fréquence élevée, son grave, petite fréquence. Le La3 est assez particulier, c'est celui émis par le diapason qu'on retrouve souvent dans les exercices. Retenez que sa fréquence est de 440 Hz. Vous avez ici deux sons qui ont été enregistrés, le La3 du diapason, le La3 de la trompette, même note, donc même période, donc même fréquence. Et ce qui diffère surtout, c'est la forme de la courbe. Le diapason a une forme, la courbe a une forme sinusoïdale. On dit qu'on a affaire à un son pur. Ici, la forme n'est pas sinusoïdale, on parle de son complexe. Donc, je retiens que la forme du motif élémentaire est corrélée au timbre du son. Le diapason émet un son pur, je l'affirme, car son signal électrique a la forme d'une sinusoïde. Donc, voilà ce que je peux retenir. Je peux quand même compléter. Si je regarde un peu plus près ces deux graphiques, je vois qu'ici que la valeur maximale ici est à 2. Ici, là, elle est à 4. Donc ici, l'amplitude est plus importante qu'ici. L'amplitude est directement corrélée à l'intensité sonore. Donc il y a fort à parier que ma trompette a émis un son plus fort que le diapason lorsque j'ai fait l'enregistrement. Vous pouvez recopier, faire pause et recopier ce bilan. Donc la vidéo est terminée. Un dernier petit rappel toutefois pour bien assimiler et mémoriser sur le long terme, pour que ce qui est compris devienne un acquis. Il est nécessaire de voir, de revoir, de faire, de refaire. Donc à très bientôt.